Bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence sur la science du bonheur dans l'IA. Je m'appelle Renaud Gaucher, je suis membre du groupe de travail sur intelligence artificielle et bien-être humain à l'IEEE. L'IEEE, c'est une association internationale d'un peu plus de 400 000 membres, avec beaucoup d'ingénieurs, de techniciens, des étudiants. Et je suis aussi chercheur associé au centre de recherche en économie du bonheur à l'université Erasme de Rotterdam. Ma thèse porte pas du tout sur le bonheur IA, elle porte sur le bonheur au travail des employés et la performance financière de l'entreprise. Et j'ai aussi publié 8 livres, dont 5 sur la science du bonheur et ses applications, notamment Bonheur et performance en entreprise, les clés du succès, la finance du bonheur et bonheur et politique publique. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de la science du bonheur dans l'IA. Et je vous propose le petit chemin suivant, qui est d'abord de vous donner quelques indications sur quelques bases sur la science du bonheur, des bases qui peuvent être intéressantes pour des experts en IA, mais pas seulement. Ensuite, nous verrons comment construire une IA qui favorise réellement le bonheur humain. Et puis enfin, nous verrons les limites des intelligences artificielles dans le bonheur humain. Alors tout d'abord, quelques bases de la science du bonheur pour experts en IA ou pas experts en IA. Alors forcément, la première question, c'est qu'est-ce que le bonheur ? Je vais vous donner les 2 définitions que j'utilise en tant que chercheur. La première est celle de Ruud Veenhoven, qui est un professeur néerlandais. Et pour lui, il définit le bonheur comme subjective enjoyment of life, ou life satisfaction. Donc il définit le bonheur comme satisfaction de vie. Et donc être plus heureux, c'est avoir un plus haut degré de satisfaction par rapport à sa vie. Et pour lui, lorsqu'on fait cette évaluation, lorsqu'on évalue son bonheur, il y a 2 sources principales d'informations. La première source, c'est la différence entre les émotions positives et les émotions négatives que l'on vit. Dit autrement, pour être un petit peu plus heureux, il faut vivre soit un petit peu plus d'émotions positives, soit un petit peu moins d'émotions négatives, soit les 2. Et puis, deuxième source d'information, c'est avoir une vie plus proche de l'idéal de vie qui est la nôtre. Donc, dit autrement, pour être un petit peu plus heureux, il faut avoir une vie plus proche de son idéal de vie, ou plus proche ou moins éloigné, selon. Donc ça, c'est la première définition, c'est la définition majeure. Il y a une deuxième définition que j'utilise, qui est le modèle du bonheur objectif de Daniel Kahneman. Une petite précision quand même par rapport à ce que je vais dire ensuite. Peut-être que il peut y avoir peut-être des experts de la science du bonheur dans la salle ou parmi les gens qui regarderont la vidéo. Je ne vais pas utiliser exactement les concepts utilisés par les chercheurs, tout simplement pour des raisons pédagogiques, pour rendre les choses un peu plus simples. Donc, pour Daniel Kahneman, le bonheur objectif, en fait, on prend une période. Cette période, ça peut être un jour, un mois, une année, une vie, et on regarde moment par moment l'équilibre entre émotions positives et émotions négatives, et on fait la moyenne sur la période. Alors, pourquoi c'est un apport intéressant à la science, et même essentiel à la science du bonheur ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une différence entre le bonheur tel qu'on le vit sur le moment et le bonheur tel qu'on s'en souvient. Et donc, avec le bonheur objectif, on est dans la mesure du bonheur tel qu'on le vit sur le moment. Alors pourquoi cette différence entre le bonheur tel qu'on le vit sur le moment et le bonheur tel qu'on s'en souvient ? Et tout simplement parce que notre cerveau est loin d'être parfait. Et la conséquence, c'est que, il y a des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs sont de 3 ordres. Tout d'abord, un surpoids qui est donné aux événements récents. Un surpoids qui est donné aussi aux événements émotionnellement forts,
Et puis, la plupart des événements que l'on vit sont absolument négligés lorsqu'on évalue notre degré de bonheur, c'est-à-dire que lorsqu'on évalue notre bonheur dans la perspective de Ruud-Veenhoven, dans la perspective de satisfaction de vie, la plupart des moments que l'on a vécus, on ne les utilise pas dans l'évaluation. Donc ça, c'est l'approche de Kahneman. Je voudrais rajouter deux concepts qui sont en lien avec cette approche. C'est le concept de bonheur anticipé. Alors, je viens de parler du fait du bonheur tel qu'on s'en souvient. Eh bien, le bonheur anticipé, c'est l'image qu'on se fait de à quel point on va être heureux dans le futur. Et puis, il y a aussi le bonheur instantané, c'est-à-dire moment par moment, où on peut voir que, si on regarde les émotions, notre niveau émotionnel peut varier d'une minute à une autre, d'une heure à une autre. Et donc ça, c'est le bonheur instantané. Alors, après avoir parlé définition, je vous propose de voir la question des causes. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus heureux ou pas? Alors, trois grands types de causes. Tout d'abord, les causes génétiques. Je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on a de l'influence. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'influence sur un sujet, ça n'a pas trop d'intérêt de s'y intéresser. Deuxième type de cause, grand type de cause, les causes individuelles. Là, les causes individuelles, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de lumière qui est mis. On voit dans les librairies beaucoup de livres pour aider les gens à être plus heureux. Il y a juste un petit souci, c'est que il y a beaucoup de choses en fait qui se jouent non pas au niveau individuel, on a l'impression que ça se joue individuel, mais en fait non, ça se joue plutôt au niveau collectif et on est plutôt là en fait sur les causes sociales. Et les causes sociales du bonheur sont un sujet qui est souvent minoré, y compris par les personnes qui vont acheter des livres de développement personnel. Et sur les causes sociales, eh bien là, on entre dans le thème notamment de ce qu'on appelle les politiques du bonheur. On en reparlera un petit peu dans la troisième partie. Alors, quand on pense bonheur, on pense être plus heureux. Mais avant de penser peut-être vouloir être plus heureux, il y a peut-être une question à se poser, c'est faut-il être plus heureux? Alors bien sûr, une personne qui est très très malheureuse, la question c'est pas faut-il être plus heureux, mais pour une personne qui est heureuse ou très heureuse, la question peut se poser. Et elle peut se poser, je vais vous donner trois raisons. Première raison, tout d'abord, le but de notre cerveau, c'est pas qu'on soit le plus heureux. Le but de notre cerveau, c'est pas qu'on soit le plus heureux, le but de notre cerveau, c'est qu'on reste en vie. Et le principal but, et je vous donne un exemple pour vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous vivez un moment, un événement très agréable. Votre niveau d'émotion positive va augmenter. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, au bout d'un certain temps, ça va commencer à rediminuer pour revenir à peu près au niveau initial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour votre cerveau, le but, c'est pas que vous restiez ad vitam aeternam à un haut niveau d'émotion positive et que vous soyez super heureux pour le restant de votre vie. Son but, c'est que vous soyez, réactif aux stimuli extérieurs. Et lorsqu'on vit des émotions positives fortes, on est moins réactif aux stimuli extérieurs, ce qui est un danger pour le cerveau. Autre idée aussi pour dire qu'il ne faut pas forcément être toujours plus heureux, c'est le fait que le bonheur peut avoir des conséquences négatives. Et là, je vais vous donner un autre exemple. C'est une étude qui montrait qu'au-delà de 11 émotions positives pour une émotion négative, il y avait une baisse de résilience. Alors, résilience, ça veut dire quoi? Résilience, c'est la capacité de s'adapter à un événement négatif. Et ce que disait l'étude, en gros, c'était que pour les gens très très heureux, s'ils devaient vivre un événement négatif, ce serait beaucoup plus compliqué pour eux de s'adapter à cet événement négatif que des personnes qui sont moins heureuses. Et puis, dernier point, le bonheur ne doit pas être une tyrannie. Ça fait un peu philosophique de dire comme ça, et c'est philosophique, mais pas seulement. Pas seulement, par exemple, il y a des études sur les gens très heureux. Qu'est-ce qui différencie les gens très heureux des gens heureux? Les gens simplement heureux. Et on s'est aperçu que, en fait, les gens très heureux ont une caractéristique, c'est qu'à un autre moment donné de leur vie, voire même à plusieurs autres moments donnés de leur vie, ils ont été malheureux.
Et donc, si on les avait interrogés 1 an plus tôt, 2 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, ils auraient sans doute peut-être donné une réponse très différente de la réponse qu'ils donnent lorsque l'étude est faite. Alors, j'ai fait rapidement, je vous ai fait une petite présentation de quelques bases de la science du bonheur. Et maintenant, je vous propose de passer à la seconde partie. Comment construire une intelligence artificielle qui favorise réellement le bonheur humain. Et j'insiste sur le réellement. Je vous ai dit au début que ma thèse était sur le bonheur au travail des employés et la performance financière de l'entreprise. Il y a beaucoup d'applications qui se montent sur ce sujet-là, et en règle générale, elles sont très mauvaises. Donc, entre la promesse qu'elles donnent à leurs clients et la réalité, il y a un fossé important. Donc, c'est pour ça que je parle de vraiment réellement. Alors, en fait, il y a pour moi 3 questions à se poser avant. Première question, c'est quelle est la philosophie de votre intelligence artificielle en ce qui concerne le bonheur? Est-ce que c'est de l'utilitarisme? Est-ce que c'est de l'utilitarisme négatif? Est-ce que c'est de l'égalitarisme? Alors, utilitarisme, ça veut dire le plus grand bonheur du plus grand nombre. Utilitarisme négatif, ça veut dire ceux qui souffrent d'abord. Et égalitarisme, on met tout le monde au même niveau de bonheur. Cette question de la philosophie, c'est une question importante. Si je prends par exemple mes recherches, moi il se trouve que je suis un utilitariste négatif. Donc lorsque je fais de la recherche, je suis centré plutôt sur cette approche-là. Et actuellement, je travaille sur le bonheur dans les politiques publiques pour un article. Et parce que je suis un utilitariste négatif, eh bien, le traitement statistique auquel je pense est différent du traitement statistique qu'utiliserait quelqu'un qui serait dans une approche utilitariste. Deuxième question, quel type de bonheur souhaitez-vous influencer positivement ? Alors, je vous ai dit dans la première partie, je vous ai donné la définition de Ruth Verhoeven, c'est la définition centrale, le bonheur comme self-enjoyment of life, comme satisfaction de vie. Mais vous pouvez aussi viser d'autres choses. Je vais parler du bonheur objectif de Kahneman, en lien avec ce bonheur objectif, le bonheur remémoré, le bonheur anticipé, le bonheur instantané. Donc la question c'est qu'est-ce que je veux pour cette appli? Quel type de bonheur ou quel type de satisfaction je veux que mon appli vise? Et puis dernière question, comment voulez-vous atteindre cet objectif? Donc sur quel déterminant vous voulez agir? Quel levier vous voulez actionner? Et puis surtout, est-ce que ce déterminant ou ces déterminants sont des déterminants importants? Si vous construisez une intelligence artificielle qui met beaucoup d'énergie à vouloir activer un levier qui n'est pas un levier très pertinent, bah c'est du temps un peu perdu. Donc, d'où l'intérêt de voir la recherche existante et de se demander, bon, mais quels sont les déterminants majeurs pour tel ou tel type de bonheur, dans tel ou tel type de situation. Je vous propose, en troisième dernière partie, de voir les limites des intelligences artificielles dans le bonheur humain. Alors, en voyant le titre, vous avez vu Science du bonheur, vous êtes dit sans doute, oui, ça va être gai, tout ça. On fait la troisième partie, non, désolé. Donc, première limite, a-t-on vraiment besoin de construire des intelligences artificielles pour favoriser le bonheur humain? Non. Et je donne deux exemples, deux idées. Première idée, d'abord, nous n'exploitons pas la connaissance sur le bonheur pour construire des sociétés où les personnes sont plus heureuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de recherches qui existent, et cette recherche, on ne l'utilise pas ou quasiment pas. C'est même pire que ça. Dans certains pays, on met en place, tout à l'heure je parlais de politique du bonheur, dans certains pays, on met en place des politiques publiques qui vont à l'encontre des avancées de la science du bonheur. Je donne simplement un exemple, je pourrais en donner d'autres, mais juste un exemple. Si par exemple vous avez une politique financière, une politique fiscale, si vous voulez augmenter le bonheur des gens, c'est mieux de prendre de l'argent aux super riches pour le donner aux pauvres et aux classes moyennes.
Tout simplement parce que il y a plus si une personne pauvre, voire une personne de la classe moyenne, gagne un petit peu plus, il y a une probabilité forte que c'est un impact sur son degré de bonheur. Par contre, si vous donnez la même somme d'argent à des personnes qui ont déjà beaucoup d'argent, il y a une très très forte probabilité que ça n'ait aucune influence sur son degré de bonheur. Traduction, en termes de politique publique, si vous faites une politique redistributive, bah ça devrait être bon pour le bonheur, l'augmentation du degré de bonheur dans la société. Si vous faites une politique anti-redistributive, bah là, ça risque d'être différent. Ça risque d'être le contraire. Dit autrement, si vous prenez aux classes moyennes et aux pauvres pour donner aux super riches, vous faites une politique publique qui va à l'encontre du bonheur des citoyens. Et puis, j'ai encore plus déprimant. J'étais content d'entendre parler d'écologie par l'intervenant précédent. Il y a une notion, quand j'ai étudié la finance, j'ai appris une notion qui est une notion d'état de la nature. Alors, l'état de nature, c'est en fait, nous, on est ici aujourd'hui, et puis il y a le futur. Et en finance, ce qu'on aime bien, c'est essayer de penser, de structurer le futur. Et on imagine le futur avec différents états de la nature, différents scénarios, en fait. Et alors, il y a le scénario positif, optimiste, la croissance va continuer, l'intelligence artificielle va se développer, ça sera de mieux en mieux, tout le monde sera beaucoup plus heureux, on vivra beaucoup plus longtemps, ce sera génial. Ça, c'est le scénario optimiste. De mon point de vue, c'est un scénario qui a une probabilité relativement faible de se passer. Et puis, il y a aussi des scénarios pessimistes, où on se dit que c'est la fin du pétrole bientôt, où les minerais, notamment les terres rares qu'on utilise pour tout ce qui est informatique, bien un jour il n'y en aura plus, où on a la 6e extinction massive des espèces, et pour une fois c'est l'être humain qui est totalement en cause, où il y a 70 à 80% des insectes et des oiseaux qui ont disparu en France en 30 ans, et dans ce scénario-là, on est plutôt dans un risque d'effondrement écologique et économique. Et la question qui peut se poser, c'est quel est l'avenir de l'IA dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'IA ou est-ce qu'il y aura simplement quelques IA sur des domaines très spécifiques, très importants, et pour lesquels l'utilisation d'énergie et de minerais sera importante, ou est-ce qu'il n'y aura pas d'IA du tout ? Alors, je vous remercie d'être venu pour cette conférence sur la science du bonheur dans l'IA, et je suis vraiment désolé pour terminer sur une idée pas superbement positive. Voilà. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce que j'ai entendu ce soir, ça aurait été sympathique si M. Solignac avait été là, mais ça m'a fait beaucoup penser à mes vieux cours de philosophie, dans lesquels beaucoup de philosophes, effectivement, s'intéressaient aux notions de bonheur. Je reconnaissais des choses sur Lao Tzu, du Confucius, du Schopenhauer, peut-être même du Spinoza, parce que je crois qu'il y a écrit une nouvelle de règles qu'on pourrait réinterpréter. Donc le sens de ma question, c'est dans votre logique de science du bonheur et de l'IA, est-ce que c'est envisagé, et si oui, comment, d'utiliser justement cette connaissance qui est aussi scientifique, puisque la philosophie, comme on pourrait la considérer comme une science, et mélanger cette connaissance avec ces connaissances très scientifiques, j'imagine, de cerveau, de neurobiologie que vous utilisez. Donc, est-ce que c'est envisagé d'utiliser le travail des philosophes, des vieux philosophes sur ce sujet de la science du bonheur et de l'IA ? Alors, en fait, c'est utilisé, c'est-à-dire que les psychologues ne sont pas partis d'une page blanche, ils sont partis du travail des philosophes, et il y a toujours de la recherche en philosophie. Je peux par exemple citer comme philosophe moderne Marc Checola, qui est un philosophe américain. Alors c'est utilisé. Après, la différence entre l'approche en philo et l'approche en psycho, c'est qu'en psycho, on veut mesurer.
On fait ce qu'on appelle de la psychométrie. Il y a de la psychométrie du bonheur, donc avec des choses simples. À quel point êtes-vous heureux sur une échelle de 0 à 10? 0, vous n'êtes pas du tout heureux, 10, vous êtes très heureux. J'ai dit 0 à 10, hein, ça pourrait être 1 à 10, 1 à 7, 1 à 4, peu importe, enfin peu importe. Il y a des petites différences, mais c'est des différences pour chercheurs. Et puis il y a des questionnaires beaucoup plus comment dire, évolués, avec qui répondent à des biais et à des avantages différents. Tout à l'heure, je parlais de Daniel Kahneman. C'est un des créateurs de la reconstruction, de la méthode de reconstruction de la journée, où on mesure comment évoluent les émotions dans une journée. C'est un questionnaire, vous répondez pendant 45 à 75 minutes sur une journée. Voilà, donc on utilise ce que font les philosophes et on essaie d'aller plus loin parce que le fait de mesurer, même si aucune mesure n'est parfaite, mais on essaie d'avoir les mesures les moins imparfaites possibles, et puis on essaie aussi de lier différentes mesures entre elles parce que les avantages des unes ne sont pas les avantages des autres, les inconvénients des unes ne sont pas les inconvénients des autres, et en faisant ça, on arrive à avoir des résultats que la philosophie ne peut pas forcément montrer. Vous avez parlé de la science du bonheur et des progrès qui ont été faits dans ce domaine. Et vous nous dites que finalement, il ne faut pas entraîner d'IA sur des définitions de bonheur et ne pas essayer d'optimiser finalement le bonheur à échelle sociale. Enfin, en tout cas, pas avec des IA. C'était un de vos points. Alors, non, vous pouvez utiliser des intelligences artificielles pour essayer de rendre les gens plus heureux. Moi, je fais partie d'un groupe de travail où on réfléchit sur ça, on essaie de créer des standards pour les ingénieurs, les développeurs, pour créer des intelligences artificielles qui favorisent le bonheur. Je vous dis simple, ce que je disais, c'est que, en fait, lorsqu'on essaie de penser le futur, on le pense en termes de scénario. Et peut-être que ce sera le scénario super optimiste qui se passera, et moi je préférerais que ce soit le scénario super optimiste qui se passe, mais peut-être que ce sera aussi le scénario pas du tout optimiste qui se passe, et dans ce cas-là, c'est pas sûr que l'IA ait un avenir dans 30 ans ou 40 ans. Du coup, est-ce que la science du bonheur, qui est une formalisation et finalement une prise de vue scientifique du bonheur, c'est-à-dire formalisé avec des règles et des processus vraiment scientifiques, le bonheur, est-ce que c'est pas un socle trop puissant et finalement trop beau pour implémenter l'IA là-dessus, et est-ce que ça donne pas une myriade d'applications à des gens mal intentionnés? On parlait tout à l'heure de la bêtise humaine qui n'a pas de limite. Est-ce que la science du bonheur, c'est pas à boire et à manger pour ces gens-là qui pourraient imaginer des cas d'application qui iraient plutôt vers un futur carrément mauvais et pessimiste que vers un futur optimiste? Alors, ce sur quoi je travaille dans le groupe de travail, c'est justement de donner des bonnes bases. C'est normal que des gens qui sont spécialistes de l'IA ne soient pas spécialisés à sciences bonheur. Et puis moi, je suis spécialisé à sciences bonheur, mais l'IA, à part IA faible, IA forte, et puis bon, des modèles statistiques, un petit peu de ce que vous appelez machine learning, mais pour moi, c'est de l'économétrie, de la psychométrie. Ça va pas plus loin. Donc sur est-ce qu'on peut construire des choses qui favoriseront, créer des choses qui favoriseront réellement le bonheur avec de l'intelligence artificielle? Oui. Ça veut dire quoi de manière pratique? Ça veut dire créer des intelligences artificielles qui vont aider à réduire soit la fréquence de certaines émotions négatives, soit l'intensité de certaines émotions négatives, soit la manière de gérer ces émotions négatives. Ça peut vouloir dire créer des intelligences artificielles qui permettent de favoriser le fait de vivre davantage d'émotions positives. Ça veut dire créer des intelligences artificielles qui permettent de rapprocher les gens, de nous rapprocher de la vie que l'on aimerait avoir, de rapprocher notre vie actuelle de la vie que l'on aimerait avoir. C'est possible de construire ces intelligences artificielles-là. Après, sur le futur, ce raisonnement que j'ai appris en finance, qui est de penser le futur avec les états du monde,
bien peut-être que on aura un scénario optimiste qui se passera et que dans 30 ans, 40 ans, on aura des super IA qui feront du super boulot. Et peut-être il y a l'autre scénario aussi où on n'a pas les ressources en minerais, on n'a pas les ressources en énergie et finalement, soit il y aura que quelques IA sur des choses vraiment très importantes, soit peut-être pas d'IA du tout. Dans les causes du bonheur, vous avez minimisé les causes individuelles et mis en avant les causes sociales. Mais votre prédécesseur a montré à quel point l'IA a été utilisée pour granulariser la prise en compte de l'individu, quitte même, d'après lui, à nuire au collectif. Donc c'est que quand même, ce qui est recherché, c'est bien une adaptation purement individuelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le bonheur, c'est quelque chose de purement individuel. C'est-à-dire que le bonheur, c'est quelque chose de subjectif, déjà, pas quelque chose d'objectif, et c'est quelque chose de purement individuel. C'est-à-dire que si vous, dans votre faire intérieur, vous pensez que vous êtes heureux, et qu'une personne en face de vous pense que vous n'êtes pas heureux, ben vous êtes heureux. Voilà, donc c'est subjectif et individuel. Après, sur ce phénomène individuel qui est le bonheur, il y a 3 types de causes, génétiques, individuelles et sociales. Et moi, ce qui me gêne dans l'évolution actuelle de la société, c'est que beaucoup de gens pensent que finalement, il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau individuel, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent, beaucoup de choses qui se jouent au niveau social et au niveau du fonctionnement de la société. Et que si on agissait de manière un petit peu plus intelligente ou un peu moins bête au niveau de la société, si on mettait en place ce qu'on appelle des politiques du bonheur, on aurait une société où les gens individuellement sont en règle générale un petit peu plus heureux. Mais après, effectivement, il y a aussi des facteurs individuels. Si je lis entre les lignes de ce que vous dites, vous travaillez sur un protocole pour évaluer les différents techniques et technologies liées à l'IA, pour évaluer l'impact que ça a sur le bonheur. Mais comment vous évaluez les éventuelles dérives, les biais qui n'apparaissent qu'après, et je pense notamment à Facebook et le fait que finalement le système de suggestion des contenus ne fasse que montrer des choses positives et du coup ait un impact sur la personne qui visualise ces différents contenus. Alors en fait, moi, par rapport aux questions d'IA, je travaille juste sur le fait de faire parvenir à des experts en IA des connaissances, je ne vais pas dire les plus justes possibles, mais les moins éloignées possibles de la vérité. Voilà, l'idée, c'est juste d'informer sur la science du bonheur pour des experts en IA. Après, informer, ça veut dire à un moment il y a de discussion aussi. Lorsque je travaille dans le groupe de travail, pour le moment, on est plutôt dans le moment où on donne de l'information aux experts en IA et on va voir maintenant, après avoir donné de l'information, voir ce qu'ils vont nous dire et réagir par rapport à ça. L'idée, c'est plus d'essayer de co-construire une connaissance qui pourra être diffusée à beaucoup de concepteurs d'IA et d'une bonne connaissance. J'ai juste 2 points à aborder. Le premier est une question. Est-ce que vous, personnellement, ou dans votre groupe de recherche, vous connaissez des gens dans votre domaine qui pensent utiliser les IA pour faire des recherches sur le bonheur, qui pensent à créer un modèle de données pour essayer d'interroger une IA, même si peut-être que l'intelligence artificielle faible sera un petit peu limitée là-dessus. Est-ce que vous pensez à en utiliser une
pour aider à la recherche sur le bonheur. Et deuxième chose, vous avez parlé des états de nature et du futur, si j'ai bien compris, un peu pessimiste que vous envisagez pour la société et de l'impact que les IA pourraient avoir là-dedans. Est-ce que vous avez aussi pensé que les IA pourraient être utilisées dans la recherche pour réduire les consommations d'énergie, justement, de tout ce qui est data center et toutes les ressources qu'on utilise dans les technologies de recyclage, et finalement être le moyen que la société va utiliser dans sa consommation d'énergie et de ressources pour les réduire, les mieux utiliser et finalement arriver à un état de nature un peu plus positif que celui que vous avez un peu dépeint. Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. D'abord, la première question, c'était des personnes qui développent des IA en lien avec la science du bonheur. Alors, il y a dans le groupe avec lequel je travaille, il y a une docteure en psychologie. Si je ne fais pas d'erreur dans la prononciation de son nom, elle s'appelle Amy Kodjet. C'est une américaine qui est en train d'essayer de développer un début d'intelligence artificielle pour aider les gens à être un petit peu plus heureux. Et si je regarde à Erasmus Universität, le centre de recherche où je fais de la recherche, quand j'ai vu parler, tout ce qui est régression, c'est un truc assez habituel pour les psychologues et les économistes. Les arbres, par contre, c'est moins habituel, mais j'ai un collègue qui travaille un petit peu sur ça par rapport aux questions du bonheur au travail. Ensuite, sur votre deuxième question, en fait, je pense qu'il faudrait inviter Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur spécialiste notamment des questions énergétiques, et qui vous parlerait de l'effet rebond, c'est-à-dire que ce qui se passe lorsqu'on réduit la consommation d'un appareil, eh bien, en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on consomme plus. Donc, par exemple, on a des voitures qui consomment moins, mais au lieu de faire les mêmes distances, on fait plus de distance. Donc au final, en termes de consommation, on peut continuer comme ça à consommer plus alors que le moyen de transport est plus efficace. Ah, et puis une dernière chose, alors j'ai pas une vision pessimiste ou optimiste, c'est juste différents états du monde. Et si je dois assigner des probabilités subjectives à partir de faits, je les assigne plutôt à des scénarios pas les plus optimistes, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez du bonheur dans le monde virtuel? Et est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle puisse remplacer certaines drogues? Waouh. Je crois que je vais avoir besoin d'un verre de vin. Donc, est-ce que vous pouvez répéter la question? L'intelligence artificielle, le bonheur dans le monde virtuel. Bonheur dans le monde virtuel. Et l'intelligence artificielle versus des drogues. Intelligence artificielle versus drogue. Le bonheur dans le monde virtuel, alors il y a de la recherche dessus. J'ai une collègue, Effie, qui me semble a travaillé sur les réseaux sociaux et le bonheur. J'ai lu en partie son article, mais je ne me souviens plus du résultat, donc je ne peux pas vous répondre, je suis désolé. Mais il me semble que si je me souviens, c'était pas, non, j'arrive pas à me souvenir du résultat de l'article. Après, si je fais de manière un petit peu au feeling, est-ce que le virtuel peut aider sur le bonheur? Il y a des thérapies qui se développent avec de la réalité virtuelle, donc je ne sais pas si ça marche bien, je ne sais pas ce que disent les études, mais
peut-être que ça a une influence, par exemple notamment lorsqu'il s'agit de phobie, c'est-à-dire sur des choses qui sont plutôt de l'ordre des thérapies cognitives, parce que je ne pense pas qu'on utilise la réalité virtuelle dans une approche psychanalytique, c'est plutôt une approche TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Et puis là ensuite, sur intelligence artificielle à la place de drogue, ou de réalité virtuelle à la place de drogue, bien, il y a des gens qui sont drogués à des drogues style, alors désolé, cigarettes, il n'y a pas besoin d'aller à la cocaïne pour être drogué, mais il y a aussi des gens qui passent beaucoup de temps devant des jeux vidéo et qui développent une addiction. Donc lorsqu'on a une addiction aux jeux vidéo, ou si on passe beaucoup de temps devant Netflix, on est dans des comportements d'addiction comme une addiction à la cigarette, une addiction au café, une addiction à la cocaïne, une addiction à la marijuana, etc., à l'alcool, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Moyennement. Désolé. Quel serait votre jugement sur le film Total Recall? Ah, je l'adore, à titre personnel. Donc, l'ancien, avec Schwarzenegger, et puis le nouveau, je ne me souviens plus quel est l'acteur, mais j'ai aimé les deux. Alors, moi, en fait, je ne vois pas très bien en quoi l'intelligence artificielle peut aider au bonheur. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est plutôt quelque chose qui est totalement internalisé, c'est-à-dire c'est finalement... est-ce que mes attentes, est-ce que mon vécu, ce que je vis au quotidien, c'est ce que vous expliquiez d'ailleurs tout à l'heure, colle à mes attentes. Et plus mes attentes sont élevées, et moins mon quotidien colle à ces attentes, moins je serai heureux, finalement. Donc finalement, c'est quelque chose de purement interne, c'est travailler plutôt sur ces attentes. Et je ne vois pas en quoi une intelligence artificielle peut aider, sauf si effectivement, par exemple, la jeune femme dont vous parlez développe une intelligence artificielle qui aide l'être humain à travailler sur ses attentes et du coup à faire en sorte que les deux, le vécu de la personne et ses attentes puissent coller. Éventuellement aussi effectivement que la société et tout ce qui est collectif puisse aider la personne à rejoindre ses attentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, l'intelligence artificielle permet plus de développer du plaisir, et le plaisir développe une molécule chimique qui est la dopamine, que le bonheur. Parce que le bonheur, c'est plutôt de la sérotonine et ça n'a rien à voir avec le plaisir instantané qu'on peut avoir, par exemple, quand on regarde une IA, si on regarde Facebook ou Netflix, vous voyez. C'est quelque chose qui est vraiment sur la longueur, sur la continuité et sur une durée de temps qui est longue. Et la molécule chimique que ça génère n'est pas la même. Donc pour moi, l'IA, c'est plus du plaisir et de la dopamine. Alors, deux questions. Sur l'approche chimique, alors je ne suis pas un as de la neurobiologie. Qui développe d'ailleurs une addiction. Alors, parce que le cerveau adore le plaisir et la dopamine. Alors, je ne suis pas un fan de l'approche biologique du bonheur, tout simplement parce que ce soit sérotonine ou dopamine, il faut sécréter. Je suis sur la définition, je reste sur la définition satisfaction de vie. Donc, c'est pas juste le résultat d'une molécule, quel que soit le nom. C'est pas le résultat juste d'une molécule, c'est le résultat d'un traitement cognitif d'ensemble au niveau du cerveau. C'est le cerveau qui réfléchit à partir d'éléments et ça peut pas donc être réduit à une ou deux molécules. Donc ça, c'est par rapport à la question biologique. Et puis, est-ce que vous pouvez me rappeler la première question parce que Non, la première question, c'est en fait, je vois pas en quoi l'intelligence artificielle finalement peut vraiment aider à être heureux, au bonheur individuel. Alors, parce que c'est quelque chose qui est totalement finalement interne. En fait, moi j'ai donné à un moment, en répondant à une des questions, j'ai dit, c'est quoi une intelligence artificielle qui favorise réellement le bonheur? Ça joue sur les émotions négatives, ça joue sur les émotions positives, ça joue sur la distance qu'il y a entre la vie que j'ai et la vie que j'aimerais avoir. J'ai donné des éléments de comment on peut faire. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle, je ne peux pas dire dans le détail comment on peut faire ça. Je peux juste dire que je connais des personnes qui essaient de travailler sur ça.
sur essayer de développer des intelligences artificielles qui favorisent le bonheur des gens. C'est toi qui gères. Je me permets d'être une nouvelle fois le maître du temps, ce sera la dernière fois. On va dire que c'est la dernière question. Monsieur, à vous. Et après, de toute façon, vous pouvez échanger autour du buffet. Merci. Je voulais plutôt rebondir au message de madame par rapport à l'utilité de l'IA dans le bonheur. Tout le monde sait que l'IA, c'est surtout l'apprentissage. Maintenant, imaginez un IA qui accompagne la personne dès sa naissance. Et cette IA qui apprend le caractère, les habitudes, d'un côté. D'autre côté, vous avez beaucoup d'exemples des personnes, des meilleurs amis, des prêtres, qui servaient à rendre la personne plus heureuse en communiquant, en échangeant et en juste faire une confession, quoi. Et donc, si vous rejoignez les deux, un IA qui sait très bien la personne et qui pourrait, dans les moments difficiles, donner la possibilité de communiquer, d'échanger, qui sera un alter ego de cette personne-là, c'est peut-être là où l'IA pourrait contribuer dans le bonheur de demain, qui sera très individualisé dès le moment que l'IA apprend pendant très longtemps de la vie de la personne, cette personne, ses habitudes, son caractère, etc. Donc en fait, il faudrait avoir une IA personnelle Exactement. qui se développe en même temps que Exactement. soi à partir de sa naissance. C'est ça que vous dites, Exactement. en fait. Et c'est ce qui le rendra en fait très individuel par rapport à cette personne. Et après, imaginez que chacun, avec cette IA, pourra se connecter à tout le monde et avoir une sorte de quelqu'un qui est intermédiaire pour résoudre les problèmes de différents types, etc. Pourquoi pas? Mais c'est dans l'essentiel de l'IA d'apprendre et de s'adapter, d'être très individuel. Voilà. Merci. Merci pour cet échange. Vous avez un dernier mot? Merci d'être venu, et il me semble qu'il y a un buffet avec de l'alcool, non, du vin, c'est pas, enfin c'est de l'alcool aussi. Alors moi, je viens de Bordeaux, ça se voit peut-être à la couleur, malheureusement il n'y a pas de Bordeaux, je crois, donc voilà, faute. Ce sera noté pour la prochaine conférence. D'ailleurs, excellente transition. La prochaine sera le 10 septembre, donc on a tout l'été pour reprendre un peu d'énergie, et on vous concoctera une nouvelle fois un assortiment de sujets passionnants. Un grand merci aux 3 speakers, vraiment. Un grand merci aussi à l'équipe à chaque fois qui nous aide. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Maintenant, appréciez le buffet. Bonne soirée.